pas cette interprétation. Une voix de soprano, normalement, c'est une voix de femme. Or, l'interprète, c'est Philippe Jaroussky, qui est un contre-ténor contemporain, encore jeune, et il est connu, il chante notamment dans des opéras baroques, comme celui-là. Son prénom, Philippe, c'est bien un prénom masculin, et sa voix normale est une voix de poitrine, et c'est même celle d'un baryton. En revanche, quand il chante avec cette voix-là, cette voix de tête, eh bien, il utilise une technique vocale qui lui permet d'atteindre des notes aiguës de mezzo-soprano. Alors pourquoi, hormis un goût pour cette musique, mais que nous ne partageons peut-être pas tous, pourquoi nous intéresser aujourd'hui à ce type de chant? Eh bien, il me semble que face aux idéologies obscurantistes, aux offensives théologico-politiques qui prônent à tort et à travers la partition binaire des sexes, le fondement de la dualité des genres féminin-masculin, vous savez, la petite fille en rose, les petits garçons en bleu, et avec un papa et une maman, il est urgent de se doter d'une boîte à outils conceptuelle non polémique afin de déconstruire ces discours délétères. Donc ceux qui pourfendent la pseudo-théorie du genre, qui n'existe pas en tant que théorie, sont-ils de mauvaise foi ou ignorent-ils vraiment qu'il y a des études de genre, des diverses approches critiques, des manières d'être, de vivre, la différenciation non seulement sexuelle mais aussi sociale? Eh bien, la déontologie académique interdit d'en faire des discours normatifs et prescriptifs. Autrement dit, aucune de ces études ne fait la promotion du changement de sexe. Alors comment contourner cette obsession pour les organes génitaux qui serait le déterminant naturel, évident, de la binarité des sexes? Or, même à ce niveau qui est en dessous de la ceinture, la binarité stricte n'est pas du tout évidente. On l'a déjà vu. Le cas d'individus intersexes a toujours fait l'objet d'étonnement, et donc mieux vaut se référer à d'autres organes pour se prononcer en tout cas s'interroger sur cette question. Est-ce qu'on peut différencier à l'aveugle, c'est-à-dire sans connaître les chanteurs, est-ce qu'on peut différencier si facilement des voix de femmes et des voix d'hommes? On peut parfois avoir des hésitations. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que des voix d'hommes puissent interpréter finalement un chant qui est aussi interprété par une femme. Or, la voix, c'est une propriété très singulière qui permet d'identifier une personne. Mais est-ce que c'est un déterminant de l'identité sexuelle et genrée? C'est la question. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'identité? Caractère de ce qui demeure identique à soi-même. Bon, mais c'est là où le bas blesse, car nous changeons sans cesse. Et c'est le cas évidemment pour le corps, mais c'est le cas pour les organes sexuels, mais c'est aussi le cas pour la phonation, les cordes vocales, le larynx, la cavité buccale. En outre, notre éducation, notre culture, et en particulier la langue que nous parlons, nos modes de vie et toute notre évolution rendent difficile de concevoir notre être au monde à travers une identité fixe. Et c'est particulièrement vrai, donc la voix change au moment de la puberté, elle se modifie différemment chez les garçons et chez les filles. Cependant, loin de tout stéréotype binaire, il y a des hommes avec une voix moins grave que la normale. Ce sont des voix de fausset, qui sont souvent l'objet de risées parce qu'ils sont associés à une homosexualité passive. Par exemple, dans la recherche du temps perdu, Proust fait trahir l'homosexualité du baron de Charlus par une exclamation intempestive d'une voix aiguë. Dans l'enfance, les garçons ont des voix plus ou moins aiguës et certaines des voix très recherchées de soprano. Et par exemple, c'est le cas des petits chanteurs à la croix de bois. Alors évidemment, ces voix qui sont si belles, si cristallines, elles sont très recherchées, notamment dans la musique baroque. Et c'est tellement recherché qu'on a fabriqué des castrats, des hommes émasculés qui ont conservé cette voix cristalline d'avant la mue, donc avec le même timbre de voix, la même hauteur, mais avec une intensité considérablement augmentée parce que la cage thoracique d'un homme est évidemment beaucoup plus grande et rend un son plus puissant. Cette pratique barbare a dominé au XVIIe et au XVIIIe siècle. Heureusement, elle a été interdite après. Les mélomanes éclairés de l'Occident furent émerveillés par la voix des sopranos non féminines, dont le prix à payer évidemment fut lourd, la castration de jeunes garçons. Durant plus de 2 siècles,
ces chanteurs furent adulés au point de provoquer une castramania, et ils inspirèrent certaines œuvres de Monteverdi ou de Handel. Alors, produit culturel, s'il en est, hein, ce troisième sexe, qui a été toléré par l'Église, hein, visiblement, a existé et existe encore dans diverses cultures, non seulement pour servir le chant, mais aussi pour des stratégies de pouvoir, mais j'ai pas le temps de développer ça. Alors, c'est un extrême raffinement dont témoigne aujourd'hui la popularité des contre-ténors qui ont remplacé les castrats, heureusement, que nous disent ces pratiques des représentations symboliques de la virilité et de la féminité. Alors, avant de développer ces questions de troubles dans le genre, il faut quand même dire quelque chose de l'identification du genre d'une voix. La voix se détermine, enfin, s'identifie par la hauteur. Elle va du grave à l'aigu, donc du baryton au soprano. C'est 5 octaves, ça peut aller jusqu'à 6. Ça se mesure en hertz, ça peut aller 55 jusqu'à 2000. Ça dépend de la vibration des cordes vocales, de la longueur variable de la cavité buccale, du larynx. Par exemple, Kathleen Ferrière, donc qui est contralto, a une particularité. Elle a une voix très grave. Elle a seulement une octave au-dessus d'une voix de baryton. Elle a un timbre chaud, une intensité forte, une voix sonore, donc elle est quand même une femme, tout à fait. Et ces qualités sont rares chez les femmes, mais elles s'expliquent chez elle par des cordes vocales très très longues et par une cavité d'arrière-gorge très grande. Comme quoi les corps, hein, c'est très variable. Quant à l'intensité en décibels, elle dépend de la cage thoracique. Et puis il y a aussi le timbre qui différencie, alors on le voit dans les instruments, mais ça différencie les genres, car les femmes ont un timbre un peu plus différencié. Néanmoins, il y a des voix féminines qui sont très graves, par exemple celle de Jeanne Moreau, mais surtout par exemple celle d'une grande chanteuse arabe, Kulthum. Donc on peut faire une analyse scientifique, et ça se fait à partir d'une mesure, un signal spectral. Alors ça sert beaucoup à la police pour identifier les voix de certains individus, mais c'est aussi intéressant évidemment dans le chant lyrique pour savoir situer les différents chanteurs. La voix des contre-ténors, qui nous intéresse, eh bien ces chanteurs ne manquent pas du tout de virilité. Je citerai une boutade d'Alfred Seller, le dernier chanteur que nous avons écouté. À la suite d'un concert, une dame qui lui demande « Êtes-vous un eunuque, monsieur ?» Et il lui répond « Non, madame, je suis unique. » Et donc, Philippe Jarouski, aujourd'hui, il est chef d'orchestre, maestro. Bon, on dira, ouais, c'est viril. Bon, il y a quand même aujourd'hui, heureusement, des femmes chefs d'orchestre. Mais peut-être qu'on dira, ce sont des femmes phalliques. Enfin, allez savoir. Il y a du trouble dans le genre. Il y a la voix, il y a du trouble dans le genre des voix, évidemment. Et l'opéra est un art qui joue à merveille, un peu comme la danse peut jouer, qui joue justement de ce trouble, non seulement par les voix des contre-ténors, mais aussi, et c'est vrai aussi au théâtre, en faisant interpréter des rôles d'hommes par des chanteuses travesties. C'est le cas par exemple aujourd'hui dans Mithridate, qui est un opéra de Mozart, qui est joué sur une scène à Lausanne, où 2 frères ennemis sont interprétés par des chanteuses contralto. Mais on connaît aussi l'art du travesti. On a vu par exemple les drag queens à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors on peut quand même se poser une question. Est-ce que c'est vraiment une subversion des normes sociales, ou est-ce que c'est simplement l'exception, comme le carnaval, qui permet de confirmer la règle? Voyons donc, le deuxième point, c'est vraiment le trouble dans le genre, et bon, je vais référer à Judith Butler. Alors, on a déjà entendu parler d'elle. Gender Trouble, c'est un livre de 90 qui est traduit en 2005. Il est considéré comme l'un des archétypes des études de genre. Aux États-Unis, ces livres commencent à être mal vus et il y a une chasse aux sorcières parce que Butler est lesbienne, elle a une réputation sulfureuse, elle revendique une homosexualité comme pratique parmi d'autres. Elle est un peu féministe, mais elle critique le féminisme qui enferme les femmes dans une essence de la féminité. Elle fait une lecture non hétérocentrée, non essentialiste. Alors, elle évoquerait peut-être cette thèse de Beauvoir, du deuxième sexe. On a vu et revu et entendu, on ne naît pas femme, on le devient. Mais elle est très loin de la critique sociale des féministes françaises qui réclament l'égalité des droits, mais qui revendiquent leur féminité. Butler réfléchit sur le rapport du corps à la sexualité pour s'éloigner de toute pensée hétéronormée. Elle considère que le sexe qu'on désire
s'exprime dans un genre qu'on se donne, dans la manière dont on se manifeste aux autres, dans notre manière d'apparaître, et ce qu'elle analyse donc à partir de la notion d'énoncé performatif. Bon, ça on en a vu. Me voici en femme, en homme ou autre, et je suis tel ou tel que vous me voyez. Alors Lacan reprenait la thèse de la mascarade, notamment pour les femmes fortes qui jouent une féminité qui est un peu surjouée, une femme de pouvoir qui porterait un masque de la féminité. Pour Butler, on est ce qu'on veut incorporer, on est ce qu'on a désiré. Si on a désiré son père, ben on veut être un garçon, on désire sa mère, on veut être une femme ou autre chose finalement. Pour ouvrir tous les possibles, elle puise dans la French Theory, elle déconstruit les concepts avec Derrida, elle propose d'en faire la généalogie avec Foucault. Cet obscur sujet, propre au féminisme, présupposerait d'après elle une nature antérieure à la loi, et donc pour elle, il faut dénaturaliser tout ce qui subsiste du modèle hétérosexuel, que ce soit dans les structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss et sa suite, ou bien dans la psychanalyse freudienne. Les femmes, pour elle, ne sont pas assignées à un sexe qui n'est pas une donnée naturelle, transcendante, mais une construction. Alors évidemment, on peut se poser la question, mais alors qu'est-ce qui distinguerait le sexe du genre? Le trouble ressenti lorsqu'on voit une personne dont on ne peut pas dire à première vue s'il s'agit d'un homme ou d'une femme serait à l'origine de la notion de queer, étrangement étranger ou inquiétante étrangeté. Ce serait trop simpliste d'opposer le sexe comme détermination naturelle, biologique, génétique et le genre, construction sociale. C'est plus complexe et problématique pour Butler, donc plus intéressant. Les manifestations LGBTQ+, expriment la diversité des comportements hétérodoxes et donc subvertissent les normes. Cependant, il s'agit de comprendre quels sont des enjeux de pouvoir. Les catégories fondamentales de sexe, genre, désir sont les effets d'une certaine formation du pouvoir. Et plus largement, une réflexion qui associe toutes les minorités, black, queer, homosexuels, lesbiennes, etc., c'est la critique du modèle dominant, blanc, mâle, WASP, white, anglo-saxon, protestant. Donc tout ça conduit au concept d'intersectionnalité des luttes contre toutes les formes de domination. Ainsi, Butler plaide-t-elle pour un engagement dégagé de la question identitaire, elle-même juive non sioniste. En résumé de cette pensée, subversion des normes, être féministe non parce que nous sommes des femmes, mais parce que nous contestons la catégorie dans laquelle on nous enferme et qui impose des normes de vie, faire sauter le verrou de la naturalité du sexe par rapport au genre, démontrer que les catégories fondamentales de sexe, de genre, de désir sont les effets d'une formation de pouvoir qu'il s'agit donc non pas en elles-mêmes leur propre origine et ne sont pas leur propre cause, ce sont des effets d'institutions, de pratiques, de discours, bon, on l'a vu et revu. On peut cependant considérer que rien ne serait plus contradictoire que de conclure que ces travaux impliquent une transformation physique des individus d'un sexe pour un autre. On peut même se demander si le désir des femmes trans à manifester tous les attributs obvis de la féminité, y compris la voix, ne reproduisent pas un binarisme inversé. Donc rien de mieux finalement, ce sera ma conclusion, que la littérature pour exprimer d'une façon nuancée, pour faire un jeu de cette troublante oscillation du genre. Alors la littérature donc présentait des personnages extrêmement oscillants, troubles. Je donnerai 3 exemples très rapidement. Il y a un étrange roman de Balzac, Sarrasine, qui présente un vieux castrat. Bon, c'est son histoire. C'est intéressant parce que Roland Barthes a commenté ce roman dans SZ. On a aussi le grand roman de Virginia Woolf, Orlando. On a un personnage, on a tous ces avatars qui tantôt se réincarnent en homme, en femme, etc. Très beau roman. Et enfin, je voudrais juste présenter un dernier roman échevelé d'Arundhati Roy, Le ministère du bonheur suprême, qui est paru en 2017. Alors, c'est une autrice indienne qui avait écrit Le Dieu des petits riens, pour ceux qui la connaîtraient. C'est une famille, elle présente une famille musulmane de la classe moyenne à Delhi en Inde, où naît un enfant intersexe, le Hijra. Et évidemment, on attend un fils. La mère cache ce malheur jusqu'à ce que l'étrange nature de cet être apparaisse de notoriété publique. Elle, suit des cours de musique, puis choisit finalement de quitter la société normale. Et Haftar, garçon, devient Anjum, femme, et rejoint un ghetto des exclus. Je lis juste un tout petit passage. À l'école de musique. À 9 ans, il pouvait chanter 20 bonnes minutes de Badakhayal dans les ragas Yaman, Durga et Bhairav.
faire ricocher délicatement sa voix sur le ré bémol du raga puria d'Anarsi. Il se lançait dans les tchati, les tumri avec l'assurance et la grâce d'une courtisane. Les réactions, d'abord amusées et encourageantes, firent place peu à peu aux moqueries, aux colibets des autres enfants. Lui, c'est une elle. Ni lui ni elle, un lui et une elle. Elle, lui, elle. Haha. Conclusion. L'assignation à un sexe prédéfini caractérise une idéologie qui prétend dénier aux personnes n'entrant pas dans cette norme le droit à une vie libre. Mais le refus de la binarité rigide pourrait donner lieu aussi non seulement à des discours, mais aussi à des pratiques aussi dogmatiques. Ainsi, la tradition du trouble dans le genre, éprouvée par nombre de personnes, ne doit-il pas être systématiquement interprétée comme un désir de changement de sexe, au risque de reproduire de façon caricaturale cette binarité exécrée. Bon, pour ma part, ma tonalité dominante serait une sorte d'oscillation, et finalement, le genre universel, mais là, est concret, l'universel concret, est dans cette oscillation avec une dominante, comme en musique, où il y a toujours une dominante, une note dominante, et donc, bon, je ne voudrais pas non plus encourir les critiques des antispécistes. Je vous remercie.